Bonjour, suite des capsules que je fais sur la problématique de l'énergie, aujourd'hui sera une capsule plus sur la chronologie, l'avènement des différents réseaux européens et surtout la juxtaposition du réseau européen au réseau russe. Voilà. Donc je vais aller directement dans le vif du sujet. J'avais créé un document que je vais vous partager. S'il y a des fautes d'orthographe, soyez indulgents. Hein. J'essaye de pas trop mal écrire, mais bon, peut-être qu'il y a des petites coquilles qui restent. Hein. Voilà. Donc, je partage l'écran et paf, nous y voilà. Voilà. Donc ça, c'est la carte du réseau des associations des réseaux électriques avant 2006. Donc clairement, en rouge, on voit l'ensemble des réseaux connectés sur le système IPS-UPS. Donc ça, c'est vraiment le réseau sur le synchronisme russe, ou alors des anciennes républiques soviétiques. Donc on voit bien les trois pays baltes, voilà, la Biélorussie, l'Ukraine. On a ici le Kazakhstan, le Kyrgyzstan ici, et le reste. Hein. Je ne vais pas passer tous les pays parce que je ne les connais pas très bien. Voilà. Mais je ne voudrais pas dire des bêtises. Donc en rouge, IPS-UPS. En bleu ciel, on a la zone UCPTE. En bleu nuit, on a Nordel. Voilà. L'Islande est rattachée au pays Nordel, mais bon, voilà, c'est un peu un cas à part, l'Islande. Et en jaune et en vert, on a UK TSO et Atsoy, voilà, pour l'Irlande. Voilà. Donc ça, c'est avant 2006. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avant 2006, en fait? D'où vient cette situation héritée? Voilà, donc notre situation à nous, elle est héritée de 1951. Voilà. En 1951, les États-Unis d'Amérique ont créé en Europe l'Union pour la coordination de la production du transport d'électricité, UCPTE. Voilà. Donc ça, c'est une création américaine. Il faut toujours le garder en tête. Hein. C'est essentiel. C'est essentiel de savoir que l'UCPTE, donc l'ancêtre de l'UCTE, voilà, c'est une création américaine via le plan Marshall en 1951. Voilà. Donc, l'UCPTE, au fil des années, au début, c'était seulement la France, la Suisse, une partie de l'Allemagne et une partie de l'Italie. Voilà. Petit à petit, sur ce synchronisme, se sont fixés d'autres États, donc la Belgique, le Luxembourg, l'Espagne, le Portugal, et peu à peu. Et l'UCPTE est devenu à terme l'UCTE, que l'on voit ici en 2006 en bleu ciel. Voilà. En 1900, voilà. Au cours de sa dernière année d'existence, donc l'UCTE représentait quand même 29 gestionnaires de réseaux de transport de 24 pays d'Europe occidentale. Voilà. Donc dans les réseaux de transport de l'UCTE, on retrouve RTE, on retrouve Elia pour la Belgique, Terna pour l'Italie, Swissgrid pour la Suisse, on retrouve tout ce beau monde. Voilà. En 2009, l'UCTE a transmis toutes ses compétences à une structure qui s'appelle l'ENSOE. Voilà. En 2009, Nordel, donc les Bleus Nuits, a fait exactement ce que l'UCTE a fait, a transmis ses compétences à l'ENSOE. En 2009, UK TSO a fait la même chose, Atsoy a fait la même chose. C'est-à-dire qu'en 2009, l'ensemble des unions des gestionnaires de réseaux de transport qui étaient un peu indépendants, il y avait Nordel et tous, ont tous transmis leurs compétences, voilà, à l'ENSOE. C'est très important. Voilà. Il s'est passé d'autres choses côté russe. Côté russe, on a eu les États baltes qui ont quitté le synchronisme IPS-UPS pour créer Baltic TSO. Et Baltic TSO a été justement rattaché également sur le synchronisme de l'ENSOE. Okay. L'Ukraine, en 2022, avec l'avènement de la guerre, a été rattachée au synchronisme de l'ENSOE. Donc maintenant, on a un bloc, on va dire, de l'Ouest, un peu comme du temps de la guerre froide, hein, on peut dire ça, bloc de l'électricité de l'Ouest,
qui fait face au bloc russe UPS-IPS. Voilà. Donc c'est très important d'avoir ça. Faut pas croire qu'il y a plein de pays qui ont des réseaux électriques distincts. Non, non, non. Maintenant, en Europe, l'ensemble des pays européens sont sous le synchronisme de l'ENTSO-E et ça forme un groupe qui est un peu en opposition avec le bloc IPS-UPS. Voilà. Vous pouvez même voir que sur l'ENTSO-E, dans le synchronisme de l'ENTSO-E, on retrouve le Maroc, excusez-moi, j'avais pas bien mis la carte, on retrouve le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Le Maroc, l'Algérie et la Tunisie partagent le même synchronisme que la France, par exemple. Donc ça s'est passé, tout ce bloc, l'avènement de l'ENTSO-E, ça a été en 2009, et avec la guerre en Ukraine, l'Ukraine a rejoint en 2022 le synchronisme européen. Baltique en violet est dans ce synchronisme-là, et l'ancien Nordel, donc nordique, a aussi rejoint l'ENTSO-E et sont sous le synchronisme de l'ENTSO-E. Voilà. Maintenant, je vais présenter un peu les relations énergétiques avec la Russie. C'est très intéressant. En 2002, le 11 novembre 2002, s'est tenu le sommet Europe-Russie. Donc vous trouvez sur Internet, vous retrouvez tout le document qui explique toutes les discussions qui ont lieu entre M. Viktor Christenko et M. François Lamoureux, commissaire européen. Voilà. Donc il y a eu plein de discussions sur de nombreux sujets, mais moi je me suis plutôt centré sur les discussions sur le sujet énergétique. Et il y a certains points. Donc, dans le point 3 du rapport, on parle vraiment sur le fait que la Russie demande une indication que la politique européenne d'ouverture du marché et du gaz à la compétition ne soit pas conçue de manière à ce que ça limiterait la présence de la Russie en tant que fournisseur à l'Union européenne. Là, on est en 2002. Donc en 2002 déjà, la Russie se pose en position comme quoi elle peut être un fournisseur fiable pour l'électricité et pour le gaz naturel pour l'Europe. En 2002. C'est quand même intéressant. Dans le point 4 du rapport, voilà, la Russie pense que l'implémentation d'une fourniture à long terme de gaz vers l'Europe n'est pas en contre-indication avec les lois européennes sur le marché. Donc déjà, dans le point 4, la Russie dit nous, on veut créer des liens sur le long terme d'échange de gaz avec l'Union européenne. Quand même super important. Et encore dans le point 8 du rapport, donc là c'est vraiment les interconnexions électriques et d'électricité, voilà. La Russie mentionne le fait qu'elle est à l'étude pour l'interconnexion des réseaux électriques UCTE, donc maintenant ENTSO-E, mais à l'époque c'était UCTE, et IPS-UPS. Donc dès 2002, la Russie se présente comme un acteur majeur de la fourniture énergétique en Europe. C'est quand même incroyable qu'on nous présente actuellement la Russie comme l'ours blanc qui veut dévorer, affamer et couper le réseau électrique, couper le gaz en Europe, alors que la volonté première de la Russie, c'était d'être justement un partenaire essentiel de fourniture d'énergie en Europe, électricité et gaz compris. Voilà. Donc ça, c'est très important à comprendre. Maintenant, je vais vous présenter la chronologie. C'est très succinct, je ne peux pas tout résumer. C'est juste pour donner des idées, des orientations dans la compréhension des événements pour les gens. Voilà. Petite chronologie européenne de l'énergie en Europe. Voilà. Donc, pour la France, en 1924, création de la Compagnie française des pétroles. Alors, cette Compagnie française des pétroles, c'est un paiement, un paiement d'indemnité de guerre par l'Allemagne à la France, avec et création d'un monopole d'État de l'État français sur les activités pétrolières. Grosso modo, durant la Première Guerre mondiale,
la Deutsche Bank était engagée dans la Turkish Petrol Company, TCP, et comme l'Allemagne a perdu, l'Allemagne a cédé à la France 25% voilà, du capital de la Turkish Petroleum Company. Voilà, les 25% du capital de la TCP que l'Allemagne possédait, elle les a cédés à la France. Et avec ces 25% de capital de la TCP, la France a créé voilà, la Compagnie Française des Pétroles. La Compagnie Française des Pétroles, la CFP, va devenir à terme, vraiment bien plus tard, Total. Donc il faut comprendre que quand même, la CFP, c'est une création qui est obtenue après le premier gros traumatisme de la nation française dans le XXe siècle, c'est la Première Guerre mondiale. Donc c'est un paiement d'indemnité. Donc c'est un trésor de la nation. Trésor de la nation qui maintenant est devenu privé. Donc le sang des gens qui sont morts, le paiement qu'on a eu, sont des actions qui maintenant sont dans les mains de groupes privés. Très important. Voilà. 1946, création de EDF et de EDF. Donc ça, c'est deux volontés. La volonté de De Gaulle qui voulait faire des géants de l'énergie, français, nationaux, indépendants et souverains, et la volonté du Conseil national de la résistance qui voulait retirer, on va dire, des mains spéculatives les centres de production. Voilà. Donc c'est ça qui s'est passé. Donc à l'issue de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, la France est en train de designer, on va dire, son futur énergétique. C'est-à-dire que il y aura la création de EDF, GDF, il y aura la création de Total, et ce sont quand même les deux événements les plus traumatiques de l'histoire du XXe siècle français qui en sont à l'origine. Voilà. 1951, bon ça j'ai déjà mentionné, voilà, création par les États-Unis de l'UCPTE, l'Union pour la production et le transport de l'électricité en Europe. Donc l'ENSOE que nous avons maintenant en Europe, on va dire son créateur, c'est son ancêtre c'est l'UCPTE, et son créateur ce sont les États-Unis d'Amérique. Donc posez-vous bien la question aussi de qui veut le marché européen d'électricité, hein, voilà, qui a un intérêt viscéral derrière. Voilà, c'est plutôt les États-Unis. Voilà. 1954, traité de Rome, donc, qui va après devenir l'article 194 du TFUE, où l'UE a une politique énergétique pour l'Union. Et ça, je l'ai déjà mentionné dans d'autres vidéos, le point numéro 1 de ce traité, c'est assurer le fonctionnement du marché de l'énergie. Le marché de l'énergie, pas le réseau de l'énergie. On parle du marché. Donc le marché, c'est la bourse de l'énergie. Et je l'ai déjà mentionné dans d'autres vidéos, la bourse de l'énergie est détenue à 51% par EEX, donc European Exchange, qui est elle-même détenue à 100% par de Dutch Börse Group. Donc voilà, la bourse de l'énergie européenne, c'est détenue par un groupe allemand de boursicotage, quoi. Voilà, grosso modo. 1954, création par la France de Total. La Compagnie Française des Pétroles, CFP, créée en 1924, voilà, en paiement de l'indemnité de guerre, lance la marque Total le 14 juillet. Voilà. La CFP, en 1985, devient vraiment Total, c'est-à-dire que la marque Total, maintenant, c'est devenu le nom du groupe, et Total devient le groupe Total. Voilà. 1989, très important, création par l'URSS de Gazprom. Le ministre soviétique de l'industrie gazière devient le groupement d'État Gazprom. Voilà. 1993, Gazprom devient une société d'État par action PAO. L'État russe est actionnaire majoritaire de Gazprom. 1993, Total est privatisé sous l'impulsion du gouvernement Balladur. Donc vous voyez là, deux géants gaziers, du gaz et du pétrole, l'un russe, l'un français. Le français qui était un fleuron énergétique mondial et national, voilà, le français, est privatisé. Gazprom, qui est, bon ben voilà, en 1989, la Russie, c'est une situation compliquée, hein, qui est créée en 1989 et en 1993, qui est vraiment en situation compliquée en Russie. Gazprom est nationalisé. Il s'agit de protéger Gazprom.
Ok. Donc là, on est à la croisée des chemins entre deux visions du monde complètement différentes en termes d'énergie. Voilà. L'une est toute spéculative et privative, l'autre est nationale et voilà, l'autre est nationale. Voilà. 1996, directives européennes sur la privatisation du secteur de l'électricité et du gaz. Voilà. 2002, c'est le sommet européen Russie Union européenne que je vous ai présenté initialement, où la Russie se présente comme voulant être un partenaire énergétique de premier ordre pour l'Union européenne. 2003, c'est la directive européenne sur la privatisation du secteur de l'électricité et du gaz. Ce sont ces directives-là qui vont être retranscrites en 2008 dans la législation française. En 2006, fin des subventions russes au gaz ukrainien, en l'alignant au prix du marché. Donc là, c'est assez rigolo parce que ça commence maintenant, les premières, on va dire, frictions, tensions entre la Russie et l'Ukraine. Et c'est à mourir de rire, c'est que la Russie utilise l'argument, on va dire, de l'Europe, dire il faut un libre accès au marché sans subvention, patati patata. Voilà, donc l'Europe a forcé EDF à arrêter ses tarifs subventionnés. Et la Russie, c'est exactement ce qu'elle fait à propos du gaz, elle arrête le subventionnement du gaz ukrainien. En plus, la Russie en 2006, en janvier 2006, la Russie accuse l'Ukraine de vol de gaz destiné à l'Europe. Donc la Russie est déjà en train de défendre les intérêts européens vis-à-vis de l'Ukraine, sur la fourniture du gaz. Voilà. L'Ukraine reconnaît avoir fait des prélèvements sur le gaz destiné à l'Union européenne, donc c'est quand même incroyable. Ça c'est en 2006. Et 2007, en France, fin du monopole EDF-GDF. 2007, fin du monopole EDF-GDF. Donc on peut traduire dans la législation française le troisième paquet de l'énergie de 2003 et de 2005. Et donc en 2008, traduction dans la législation française des directives européennes. Voilà. De privatisation du secteur. Donc il faut bien comprendre, d'un côté européen, privatisation du secteur, du côté russe, nationalisation du secteur de l'énergie via Gazprom. Voilà. Juxtaposition donc de deux blocs, le bloc de l'Ouest privatif, le bloc de l'Est nationalisé, on va dire. Voilà. Après, en 2009, Gazprom réduit puis coupe les livraisons de gaz à l'Ukraine suite au non-paiement des factures de 2008. Accusation de la Russie à l'encontre de l'Ukraine, l'accusant de vol de gaz destiné à l'Europe. Deuxième point. Donc l'Ukraine ne paye pas de gaz et en plus, ils volent le gaz ne paye pas le gaz russe, mais en plus, ils volent le gaz à destination de l'Europe. Voilà. Donc 6 janvier 2009, plusieurs pays de l'Union européenne n'ont pas reçu du gaz de Gazprom. En 2009, la Russie, Gazprom, cesse d'alimenter l'ensemble des gazoducs ukrainiens approvisionnant l'Europe sous prétexte de vol. Important, l'Ukraine réfute les accusations mais refuse d'octroyer l'accès aux compteurs de gaz sur son territoire à des experts indépendants. Des experts européens. C'est un truc de fou. Donc là, on est en 2009. La sauce est en train de monter plus. On comprend bien que la guerre là, actuelle en Ukraine, c'est pas une guerre telle qu'on nous l'a dit. C'est que derrière, il y a quand même un énorme passif sur le gaz et sur le gaz russe. Voilà. La Russie voulait transmettre le gaz depuis 2002 à l'Europe de manière stable et précise, et c'est pour ça aussi que la Russie a créé le gazoduc Nord Stream 2. C'est pour pouvoir augmenter la capacité de transfert de gaz de la Russie, notamment vers l'Allemagne, sans passer par l'Ukraine, parce que l'Ukraine, c'est trop problématique. Voilà. Donc 2009, adoption par l'UE du troisième paquet marché intérieur de l'énergie, très bien. Et 2009, création de l'ENTSO-E et création de l'ENTSO-G. Donc l'ENTSO-E, c'est l'ancêtre, c'est le successeur de l'UCCPTE, donc création américaine, c'est pour l'électricité, et l'ENTSO-G, c'est pour le gaz. Voilà. Donc, suite à tout ça, qu'est-ce qui se passe en fait finalement ?
on se trouve, alors attendez, à un bilan des choix énergétiques. Voilà. Bilan des choix énergétiques en Europe. Et surtout en France. Alors, des deux guerres mondiales de 1918 et 1939, la France crée un monopole d'État sur le pétrole, le gaz et l'électricité. Des deux événements les plus traumatiques du XXe siècle résulte la création de trésors nationaux. Total, Elf aussi, parce que Elf fait partie, on va dire, de l'ensemble, on peut dire, EDF et GDF. À partir de 1993 et du traité de Maastricht, les législations successives européennes n'auront de cesse que de tendre à la destruction de ces joyaux industriels qui sont des créations, voilà, qui sont des créations issues des deux guerres mondiales. Donc voilà, l'Union européenne a clairement dévié la politique française. L'Union européenne a clairement changé l'axe politique de la France. Alors oui, on peut parler de l'ARENH, de la loi de Nome, on peut parler de beaucoup de choses, mais il faut quand même voir qu'il y a eu ingérence extérieure pour modifier les choix politiques fondamentaux faits par la France depuis 1946 et 1924. C'est essentiel de comprendre ça. Voilà. Donc, sous Mitterrand-Balladur, l'État français s'est désengagé de Total. Sous Chirac, Raffarin, Villepin, l'État français s'est désengagé de GDF. Et sous Sarkozy-Fillon, l'État français s'est désengagé de EDF. Voilà. Pour la Russie, alors entre 1989 et 2015, l'État russe a augmenté sa participation dans le capital de Gazprom. L'État russe a indiqué vouloir participer à l'Europe de l'énergie en tant que fournisseur de gaz et d'électricité fiable et a assuré l'interconnexion entre son réseau IPS-UPS et l'ancien réseau UCTE, qui est maintenant devenu UCPTE. Donc il est critique de comprendre maintenant qu'on se retrouve dans une situation où, d'un côté, il y a le bloc ouest, avec un ensemble de réseaux interconnectés, tous qui sont tous privés et tous non producteurs de gaz. Ce réseau-là est là. Et de l'autre côté, on a la Russie, qui est un réseau national soutenu par Gazprom, qui est la société nationale du gaz naturel, entre guillemets, russe. Donc on a toute une filière de bourses, de financiers, d'intérêts industriels, de gaziers, de pétroliers, on va dire, en Europe, qui ont investi pendant 30 ans à casser, à déstructurer l'ensemble des pays européens, toutes les filières énergétiques européennes, pour pouvoir amener le marché européen de l'énergie, pour pouvoir spéculer, comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, à la hausse ou à la baisse grâce aux énergies renouvelables, et cela sur les failles, les slots de la flexibilité électrique, c'est-à-dire 6 heures avant le jour de consommation, là où les prix de l'électricité sont les plus volatiles. Quand on a un ensemble de toutes ces filières-là qui vont dans la même direction, et que de l'autre côté, on a le géant russe qui dit « S'il vous plaît, moi, je veux bien connecter mon réseau de gaz à votre marché intérieur d'électricité pour vous assurer un fonctionnement bas prix, une fourniture pour vous assurer une fourniture en gaz stable et des prix en gaz bas, c'est impossible. C'est impossible parce que ça va à l'encontre même de la logique ultra spéculative et privative qui a été initiée par le traité de Maastricht en 1993. Pour rappel, voilà, en 1951, c'est comme les États-Unis d'Amérique qui sont à la baguette pour la création de l'UCPTE. L'UCPTE qui est devenu l'UCTE, qui est devenu l'ENSOE. Donc, derrière tous ces acronymes, tous ces noms, l'ensemble de ces réseaux, l'ensemble de ces pays européens, on a la main des États-Unis qui a activement opéré à déstructurer clairement la politique énergétique française. Ça, c'est fondamental de le comprendre. Il y a la main des États-Unis, et que cette même main des États-Unis est à la baguette actuellement pour que l'Europe énergétique ne puisse même pas sortir la tête de l'eau, qu'elle soit tout le temps en train de crouler sous la spéculation énergétique et être en proie au marché financier au niveau du gaz.
gaz liquéfié que eux peuvent envoyer parce que c'est leur gaz fracturé et que maintenant qu'ils ont fait sauter le gazoduc Nord Stream 2, eh ben, ils sont les seuls fournisseurs à peu près en gaz liquéfié en Europe. Voilà à peu près la situation. Alors, une chose qui est intéressante de lire, voilà. Une chose qui est intéressante de lire, c'est la réforme du secteur énergétique au niveau de l'OCDE. C'est l'OCDE qui écrit ça. Je vous dirai après à propos de qui. Donc, dans le secteur de l'électricité, une réforme bien conçue améliore les performances économiques, ce dont profitent les consommateurs industriels et commerciaux et les ménages. Elle se traduit en général par une réduction des coûts, une baisse des prix payés par les consommateurs industriels et commerciaux, une diminution des taxes payées par les ménages à mesure que disparaissent les subventions inutiles et une fiabilité supérieure, un meilleur service et un plus grand choix pour le client. Blablabli, blablabla. La libéralisation du secteur de l'électricité amène les avantages de la concurrence, mais elle exige également les instruments destinés à limiter l'exercice du pouvoir de marché. Quand l'OCDE écrit ces lignes-là, à votre avis, à quel pays elle fait référence? Je vous le donne, Émile. Ces lignes ont été écrites en commentaire sur la politique énergétique russe. Donc, on tombe sur la tête. On tombe sur la tête. Donc l'OCDE est capable d'écrire ça pour la Russie, mais pour l'Europe, circuler, il n'y a rien à voir. Mais c'est incroyable. On voit le degré de corruption qu'il y a dans les instances les plus élevées de toutes les organisations internationales, supranationales. C'est quand même incroyable. Maintenant, on va revenir sur l'ENSOE. Voilà, j'avais passé cette petite carte. Donc ça, c'est la carte de l'ancienne UCTE. L'ENSOE, maintenant, a étudié certains scénarios de division de zones d'échange. Pas des zones de synchronisme, ils ne vont pas déconnecter les réseaux. Non. C'est ils ont étudié des zones de marché qu'on pourrait soit fusionner, soit désolidariser. Donc le premier scénario qu'ils ont étudié, c'est le scénario Allemagne-Autriche. Voilà. Et ça a eu lieu en 2018. Donc avant 2018, l'Allemagne et l'Autriche partageaient la même zone d'enchère, la même zone de marché. Ils partageaient les mêmes prix. C'était une même et unique zone. En 2018, il y a eu le découplage, ce qu'on appelle le découplage du marché. C'est-à-dire que l'Allemagne allait avoir sa propre zone de marché et l'Autriche également. Ça, maintenant, c'est effectif. Voilà. L'ENSOE a commencé à étudier d'autres scénarios. Les autres scénarios que l'ENSOE a étudiés, voilà, c'est la séparation en plusieurs zones d'échange des gros pays, ce qu'ils appellent les gros pays. Donc, le premier gros pays, c'est la France. Premier scénario. On va couper la France sur une ligne, on va dire, Caen-Mulhouse, voilà, à peu près. Et on va séparer la France. Il y aura une zone d'enchère nord et une zone d'enchère sud. Voilà. L'Allemagne, elle, est divisée plus ou moins sous la zone de la Bavière, comme ça, voilà. Donc, on a l'Allemagne du Nord et la Bavière, ce qui fait du sens par rapport à ce que je vous ai dit dans une précédente vidéo, où la Bavière est clairement un gros point de concentration de consommation énergétique, voilà. Et il séparait également la Pologne en axe nord-sud, plus ou moins sur le milieu de la Pologne. Voilà. Deuxième scénario de séparation des réseaux qui est fait, voilà, c'est de diviser la France non plus en deux réseaux, mais en trois réseaux. Enfin, pas trois réseaux, mais en trois zones d'enchères. L'autre scénario qu'ils ont étudié, c'est le fait de fusionner des petits pays. Donc fusionner sur une même zone la Belgique et les Pays-Bas, et de fusionner la Tchécoslovaquie et la Slovaquie. La Tchéquie et la Slovaquie, excusez-moi.
Je vous ai pas mis les conclusions de ces scénarios, des études de ces scénarios. Bon, ils ont montré clairement que la fusion des petits États, la fusion des petits États n'était pas intéressante, n'était pas quelque chose d'intéressant, que voilà. Par contre, la séparation en zone en zone de spéculation différentes des grands pays, ça c'était intéressant parce que ça a augmenté, attachez-vous bien, ça a augmenté la sécurité, oui, ça a augmenté la sécurité du marché. Donc c'est incroyable, c'est incroyable. C'est que Lensoe qui a déjà mis en œuvre le scénario de séparation de l'Allemagne et de l'Autriche, voilà, étudie actuellement le fait de diviser la France en plusieurs zones d'échange. Alors je vous explique pourquoi. En fait, ça serait... je vais essayer de zoomer quand même, qu'on voit un petit peu mieux. Hop. Voilà. Imaginez, voilà, on va prendre le pire scénario, là, celui du milieu, où la France est séparée en 3 zones. Imaginez un jour où voilà, il y a du vent dans la mer du Nord, donc on va dire la Manche, clairement, et bien tous les parcs éoliens, on va dire, de Bretagne jusqu'au Nord-Pas-de-Calais, vont recevoir de l'électricité. Okay, c'est-à-dire qu'il y aura un afflux massif d'électricité ici. Par contre, la zone sud, elle n'en aura pas. Donc il y aura un différentiel. Vraiment, il y aura un différentiel de production volatile d'électricité sur le nord de la France. Différentiel qui sera d'autant plus grand que il n'y a pas eu de vent dans le sud et que donc le nord de la France se retrouve avec une grande quantité d'électricité bon marché qu'elle doit forcément évacuer. Et le sud de la France se dit, tiens, moi je pourrais bien en profiter. Voilà. Donc, et pareil avec l'Allemagne. Quand ça souffle très très fort dans la mer du Nord, c'est très intéressant qu'il y ait la zone nord de l'Allemagne qui soit indépendante de la Bavière. C'est comme ça, on a une zone nord qui possède une électricité bon marché et elle pourrait la vendre à la Bavière. Voilà. Et donc, il y aura un échange avec un différentiel production très, très bon marché et besoin de production à n'importe quel prix. Et donc, on crée maintenant de manière complètement fictive des zones d'échange entre régions qui avant n'avaient pas ces différentiels de zones d'échange. On crée une fluctuation fictive, on va dire, des prix intrinsèques dans un même état. C'est-à-dire que à terme, si Lensoe met en œuvre ces scénarios, et c'est fort probable qu'elle le fasse parce qu'elle a déjà mis en œuvre la séparation de l'Autriche et de l'Allemagne, c'est fort probable donc qu'elle le fasse, et la France se retrouverait, donc peut-être qu'on aurait un RTE France pour gérer l'ensemble des lignes, mais RTE France aurait 3 filiales, on va dire, la filiale Nord-Pas-de-Calais qui va jusqu'à l'Alsace, la filiale Bretagne, je sais pas quoi, Bretagne centre, et la filiale Pays Basque, Aquitaine et Midi. Voilà. Et que ces 3 zones pourraient être des interfaces d'échange pour augmenter la spéculation au sein de la France. Au sein de la France, de l'échange de la denrée énergie, électricité. Donc, j'en finis aujourd'hui pour ce bilan des choix énergétiques parce que tout est dit en fait. La situation qui est la nôtre actuellement, c'est juste que l'Europe a fait des choix énergétiques qui ne vont pas dans le sens même de l'indication de l'OCDE. Ils ont fait des choix qui vont toujours aller dans le sens de la spéculation et que de l'autre côté, il y a un leader, Vladimir Poutine, qui a fait du De Gaulle. Vladimir Poutine a fait ce que De Gaulle a fait. Voilà, c'est un truc de fou. Donc toute la classe politique française se dit être le digne héritier de De Gaulle, mais toute la classe politique française défend le marché européen de l'énergie, défend l'Europe, l'action de l'Europe et les traités européens.
Le seul homme politique français qui ne défend pas ça, c'est Asselineau de l'UPR. J'ai déjà dit que je l'ai trouvé un peu léger sur les questions énergétiques, mais malgré tout, Asselineau a clairement dit que s'il était au pouvoir, il sortirait de l'Union européenne et qu'il renationaliserait immédiatement GDF et EDF, comme De Gaulle l'a fait en 1946. Enfin, le Conseil national de la résistance, mais voilà, c'est De Gaulle. Voilà. Et par contre, là où il faut quand même donner du crédit à Asselineau, c'est qu'il a fait toute une conférence sur les relations et les ingérences des États-Unis vers la Russie, et que là, on est, nous, l'Europe, à ce qui paraît, en guerre avec la Russie. Moi, personnellement, je ne suis pas en guerre avec la Russie. Je trouve que la Russie défend son marché, et en plus, elle défend une vision du monde, une vision de l'énergie avec laquelle je suis d'accord. Voilà. Donc, on peut dire ce que l'on veut de l'UPR, de Asselineau, mais ce mec-là, au moins, il est droit dans ses bottes, dans son esprit. A priori, son analyse de la Russie et de l'ingérence des États-Unis pour déstabiliser la Russie est juste. Je pense que les États-Unis d'Amérique voyaient en la Russie un très très bon partenaire commercial quand c'était Boris Eltsine, qui était quand il y a eu l'enchaînement Gorbatchev-Boris Eltsine. Voilà, parce que Boris Eltsine commençait à brader, à privatiser un peu à tout va la Russie. C'est sous l'époque de Boris Eltsine, Gorbatchev-Eltsine, qu'il y a eu les fameux oligarques russes, la fameuse création d'énormes fortunes privées en Russie. Et Vladimir Poutine a dit stop à ça. Vladimir Poutine a dit stop au transfert de richesses nationales vers des fonds privés. Je suis désolé, quand on voit le niveau d'empauvrissement avec lequel la France est en train dans laquelle la France est en train d'aller, c'est quand même assez incroyable que l'on puisse défendre la politique européenne qui est la nôtre et de blâmer la politique russe en matière d'énergie. La France n'a pas besoin de gaz naturel pour avoir un marché de l'énergie à bas prix. De Gaulle l'avait montré. Voilà. Nos prédécesseurs en ont bénéficié et maintenant ils sont en train de tout saccager. Voilà. Donc la France, si elle redevient la France, une puissance industrielle, et qu'elle focalise sur la recherche, sur l'atome, peut-être sur l'hydrogène, d'autres technologies, redeviendra la France un pays industriel créatif et indépendant. Là, on est en train d'être asservi au marché, aux mafias de l'énergie, aux mafias de la spéculation, aux mafias des industries gazières. Et la France n'est pas producteur de gaz, et les pays européens ne sont pas producteurs de gaz. Voilà ce qui en est de la situation. La guerre en Ukraine n'est ni plus ni moins une opposition de deux blocs. Un bloc de sociétés qui ont fait des mauvais choix stratégiques et qui veulent absolument voir ces choix fonctionner. De l'autre côté, il y a la Russie qui a dit moi, je ne vais pas privatiser mes richesses naturelles. Voilà à peu près la situation. J'espère que ça vous a éclairé. Je vous remercie de votre écoute. À bientôt.